Anatole France, opinion sociale, Clopinel. C'était le premier jour de l'an. Par les rues blondes d'une boue fraîche, entre deux averses, M. Bergeret et sa fille Pauline allaient porter leurs souhaits à une tante maternelle qui vivait encore, mais pour elle seule et peu, et qui habitait dans la rue Rousselet, un petit logis de béguine, sur un potager, dans le son des cloches conventuelles. Pauline était joyeuse sans raison et seulement parce que ces jours de fête qui marquent le cours du temps lui rendaient plus sensible les progrès charmants de sa jeunesse. M. Bergeret gardait en ce jour solennel son indulgence coutumière, n'entendant plus grand bien des hommes et de la vie, mais sachant, comme M. Fagon, qu'il faut beaucoup pardonner à la nature. Le long des voies, les mendiants dressés comme des candelabres ou étalés comme des reposoirs faisaient l'ornement de cette fête sociale. Ils étaient tous venus parer les quartiers bourgeois, nos pauvres truands, cagous, piètres et malingreux, calots et sabouleux, francs-mitous, dris, courteaux de boutanches. Mais, subissant l'effacement universel des caractères et se conformant à la médiocrité générale des mœurs, il n'étalait pas, comme aux âges du grand Coerce, des difformités horribles et des plaies épouvantables. Ils n'entouraient point de linge sanglant leurs membres mutilés. Ils étaient simples, ils n'affectaient que des infirmités supportables. L'un d'eux suivit assez longtemps M. Bergeret en clochant du pied, et toutefois d'un pas agile. Puis il s'arrêta et se remit en laupadaire au bord du trottoir. Après quoi M. Bergeret dit à sa fille « Oh, je viens de commettre une mauvaise action. Je viens de faire l'aumône. En donnant 2 sous à Clopinel, j'ai goûté la joie honteuse d'humilier mon semblable. J'ai consenti le pacte odieux qui assure aux forts sa puissance et aux faibles sa faiblesse. J'ai scellé de mon sceau l'antique iniquité. J'ai contribué à ce que cet homme n'eût qu'une moitié d'âme. » « Tu as fait tout cela, papa, dit Pauline incrédule. Presque tout cela, répondit M. Bergeret. J'ai vendu à mon frère Clopinel de la fraternité à faux poids. Je me suis humilié en l'humiliant, car l'aumône avilit également celui qui la reçoit et celui qui la fait. Oui, j'ai mal agi. Oh, je ne crois pas, dit Pauline. Bon, tu ne le crois pas, répondit M. Bergeret, parce que tu n'as pas de philosophie et que tu ne sais pas tirer d'une action innocente en apparence les conséquences infinies qu'elle porte en elle. Ce Clopinel m'a induit en aumône. Je n'ai pu résister à l'importunité de sa voix de complainte. J'ai plaint son maigre cou sans linge, ses genoux que le pantalon tendu par un trop long usage rend tristement pareils aux genoux d'un chameau, ses pieds au bout desquels les souliers vont le bec ouvert comme un coupe de canard. Séducteur, ô dangereux Clopinel, Clopinel délicieux, par toi mon sou produit un peu de bassesse, un peu de honte. Par toi j'ai constitué avec un sou une parcelle de mal et de laideur. En te communiquant ce petit signe de la richesse et de la puissance, je t'ai fait capitaliste avec ironie et convié sans honneur au banquet de la société, aux fêtes de la civilisation. Et aussitôt j'ai senti que j'étais un puissant de ce monde au regard de toi, un riche près de toi, doux Clopinel, mendigo exquis, flatteur. Je me suis réjoui, je me suis enorgueilli, je me suis complu dans mon opulence et ma grandeur. Vis, ô Clopinel, pulcher hymnus divitiaum pauper immortalis. Exécrable pratique de l'aumône, pitié barbare de l'hémélosine, antique serreur du bourgeois qui donne un sou et qui pense faire le bien, et qui se croit quitte envers tous ses frères,
par le plus misérable, le plus gauche, le plus ridicule, le plus sot, le plus pauvre acte de tous ceux qui peuvent être accomplis en vue d'une meilleure répartition des richesses. Cette coutume de faire l'aumône est contraire à la bienfaisance et en horreur à la charité. C'est vrai? Demanda Pauline avec bonne volonté. L'aumône, poursuivit M. Bergeret, n'est pas plus comparable à la bienfaisance que la grimace d'un singe ne ressemble au sourire de Joconde. La bienfaisance est ingénieuse, autant que l'aumône est inepte. Elle est vigilante, elle proportionne son effort aux besoins. Et c'est précisément ce que je n'ai point fait à l'endroit de mon frère Clopinel. Le nom seul de bienfaisance éveillait les plus douces idées dans les âmes sensibles au siècle des philosophes. On croyait que ce nom avait été créé par le bon abbé de Saint-Pierre. Mais il est plus ancien et se trouve déjà dans le vieux Balzac. Au XVIe siècle, on disait bénéficence. C'est le même mot. J'avoue que je ne retrouve pas à ce mot de bienfaisance sa beauté première. Il m'a été gâté par les pharisiens qui l'ont trop employé. Nous avons dans notre société beaucoup d'établissements de bienfaisance, mont-de-piété, sociétés de prévoyance, d'assurance mutuelle. Quelques-uns sont utiles et rendent des services. Leur vice commun est de procéder de l'iniquité sociale, qui sont destinés à corriger et d'être des médecines contaminées. La bienfaisance universelle, c'est que chacun vive de son travail et non du travail d'autrui. Or, l'échange et la solidarité, tout est vil, honteux, infécond. La charité humaine, c'est le concours de tous dans la production et le partage des fruits. Elle est la justice, elle est amour, et les pauvres y sont plus habiles que les riches. Quels riches exercèrent jamais aussi pleinement qu'Épictète ou que Benoît Malon la charité du genre humain? La charité véritable, c'est le don des œuvres de chacun à tous, c'est la belle bonté, c'est le geste harmonieux de l'âme qui se penche comme un vase plein de nard précieux et qui se répand en bienfaits. C'est Michel-Ange peignant la chapelle Sixtine, ou les députés à l'Assemblée nationale dans la nuit du 4 août. C'est le don répandu dans sa plénitude heureuse, l'argent coulant pêle-mêle avec l'amour et la pensée. Nous n'avons rien en propre que nous-mêmes. On ne donne vraiment que quand on donne son travail, son âme, son génie. Et cette offrande magnifique de tout soi à tous les hommes enrichit le donateur autant que la communauté. Mais, objecta Pauline, tu ne pouvais pas donner de l'amour et de la beauté à Clopinel. Tu lui as donné ce qui était le plus convenable. Oui, il est vrai que Clopinel est devenu une brute. De tous les biens qui peuvent flatter un homme, il ne goûte que l'alcool. J'en juge à ce qu'il puait l'eau-de-vie quand il m'approcha. Mais tel qu'il est, il est notre ouvrage. Notre orgueil fut son père, notre iniquité sa mère, et il est le fruit mauvais de nos vices. Tout homme en société doit donner et recevoir. Celui-ci n'a pas assez donné, sans doute, parce qu'il n'a pas assez reçu. C'est peut-être un paresseux, dit Pauline. Comment ferons-nous, mon Dieu, pour qu'il n'y ait plus de pauvres, plus de faibles, ni de paresseux? Est-ce que tu ne crois pas que les hommes sont bons naturellement, et que c'est la société qui les rend méchants? Oh non, je ne crois pas que les hommes soient bons naturellement, répondit M. Bergeret. Je vois plutôt qu'ils sortent péniblement et peu à peu de la barbarie originelle, et qu'ils organisent à grand effort une justice incertaine et une bonté précaire. Le temps est loin encore où ils seront doux et bienveillants les uns pour les autres. Le temps est loin où ils ne feront plus la guerre entre eux, et où les tableaux qui représentent des batailles seront cachés aux yeux comme immoraux et offrant un spectacle honteux. Je crois que le règne de la violence durera longtemps encore, et que longtemps les peuples s'entre-déchireront pour des raisons frivoles,
que longtemps les citoyens d'une même nation s'arracheront furieusement les uns aux autres les biens nécessaires à la vie, au lieu d'en faire un partage équitable. Mais je crois aussi que les hommes sont moins féroces quand ils sont moins misérables, que les progrès de l'industrie déterminent à la longue quelque adoucissement dans les mœurs. Et je tiens d'un botaniste que l'aubépine transportée d'un terrain sec en un sol gras y change ses épines en fleurs. Mais vois-tu, tu es optimiste, papa. Je le savais bien, s'écria Pauline en s'arrêtant au milieu du trottoir pour fixer un moment sur son père le regard de ses yeux gris d'aube, pleins de lumière douce et de fraîcheur matinale. Tu es optimiste. Tu travailles de bon cœur à bâtir la maison future. C'est bien cela. C'est beau de construire avec les hommes de bonne volonté la République nouvelle. M. Bergeret sourit à cette parole d'espoir et à ses yeux d'aurore. Oui, dit-il, ce serait beau d'établir la société nouvelle, où chacun recevrait le prix de son travail. Mais n'est-ce pas que cela sera? Mais quand? Demanda Pauline avec candeur. Et M. Bergeret répondit non sans douceur ni tristesse. Oh, ne demande pas de prophétiser, mon enfant. Ce n'est pas sans raison que les anciens ont considéré le pouvoir de percer l'avenir comme le don le plus funeste que puisse recevoir un homme. S'il nous était possible de voir ce qui viendra, nous n'aurions plus qu'à mourir, et peut-être tomberons-nous foudroyés de douleur ou d'épouvante. L'avenir, il y faut travailler, comme les tisseurs de haute lice travaillent à leur tapisserie, sans le voir. Ainsi conversaient en cheminant le père et la fille. Devant le square de la rue de Sèvres, ils rencontrèrent un mendigot solidement implanté sur le trottoir. « Oh, je n'ai plus de monnaie, dit M. Bergeret. As-tu une pièce de 10 sous à me donner, Pauline? Cette main tendue me barre la rue. Nous serions sur la place de la Concorde qu'elle me barrerait la place. Le bras allongé d'un misérable est une barrière que je ne saurais franchir. C'est une faiblesse que je ne puis vaincre. Allez, donne à ce truand. C'est pardonnable. Il ne faut pas s'exagérer le mal qu'on fait. Papa, je suis inquiète de savoir ce que tu feras de Clopinel dans ta République, quand tu ne penses pas qu'il vive des fruits de son travail. Ma fille, répondit M. Bergeret, je crois qu'il consentira à disparaître. Il est déjà très diminué. La paresse, le goût du repos, le disposent à l'évanouissement. Il rentrera dans le néant avec facilité. Non, je crois au contraire qu'il est très content de vivre. Il est vrai qu'il a des joies. Il lui est délicieux sans doute d'avaler le vitriol de l'assommoir. Il disparaîtra avec le dernier mastroquet. Il n'y aura plus de marchands de vin dans ma République. Il n'y aura plus d'acheteurs ni de vendeurs. Il n'y aura plus de riches ni de pauvres. Et chacun jouira du fruit de son travail. Nous serons tous heureux, mon père. Oh non! La sainte pitié qui fait la beauté des âmes périrait en même temps que périrait la souffrance. Cela ne sera pas. Le mal moral et le mal physique, sans cesse combattus, partageront sans cesse avec le bonheur et la joie l'empire de la terre, comme les nuits y succéderont aux jours. Le mal est nécessaire. Il a, comme le bien, sa source profonde dans la nature, et l'un ne saurait être tari sans l'autre. Nous ne sommes heureux parce que nous sommes malheureux. La souffrance est sœur de la joie, et leurs haleines jumelles, en passant sur nos cordes, les font résonner harmonieusement. Le souffle seul du bonheur rendrait un son monotone et fastidieux, et pareil au silence. Mais aux mots inévitables, à ces mots à la fois vulgaires et augustes, qui résultent de la condition humaine, ne s'ajouteront plus les mots artificiels, qui résultent de notre condition sociale. Les hommes ne seront plus déformés par un travail inique dont ils meurent plutôt qu'ils n'en vivent.
l'esclave sortira de l'escartuse, et l'usine ne dévorera plus que les corps par millions. Cette délivrance, je l'attends de la machine elle-même. La machine qui a broyé tant d'hommes viendra en aide doucement, généreusement, à la tendre chair humaine. La machine, d'abord cruelle et dure, deviendra bonne, favorable, amie. Comment changera-t-elle d'âme? Écoute, l'étincelle qui jaillit de la bouteille de lait, la petite étoile subtile qui se révéla dans le siècle dernier au physicien émerveillé, accomplira ce prodige. L'inconnu qui s'est laissé vaincre sans se laisser connaître, la force mystérieuse et captive, l'insaisissable saisi par nos mains, la foudre docile mise en bouteille et dévidée sur les innombrables fils qui couvrent la tente de leur réseau. L'électricité portera sa force, son aide, partout où il faudra, dans les maisons, dans les chambres, au foyer où le père et la mère et les enfants ne seront plus séparés. Ce n'est point un rêve. La machine farouche qui broie dans l'usine les chairs et les âmes deviendra domestique, intime et familière. Mais ce n'est rien, non, ce n'est rien que les poulies, les engrenages, les bielles, les manivelles, les glissières, les volants s'humanisent si les hommes gardent un cœur de fer. Nous attendons, nous appelons à un changement plus merveilleux encore. Un jour viendra où le patron, s'élevant en beauté morale, deviendra un ouvrier parmi les ouvriers affranchis, où il n'y aura plus de salaire, mais échange de biens. La haute industrie, comme la vieille noblesse qu'elle remplace et qu'elle imite, fera sa nuit du 4 août. Elle abandonnera des gains disputés et des privilèges menacés. Elle sera généreuse quand elle sentira qu'il est temps de l'être. Et que dit aujourd'hui le patron? Qu'il est l'âme et la pensée, et que sans lui son armée d'ouvriers serait comme un corps privé d'intelligence. Eh bien, s'il est la pensée, qui se contente de cet honneur et de cette joie, faut-il parce qu'on est pensée et esprit qu'on se gorge de richesses? Quand le grand Donatello fondait avec ses compagnons une statue de bronze, il était l'âme de l'œuvre. Le prix qu'il en recevait du prince ou des citoyens, il le mettait dans un panier qu'on hissait par une poulie à une poutre de l'atelier, et chaque compagnon dénouait sa corde à son tour et prenait dans le panier selon ses besoins. N'est-ce point assez de produire par l'intelligence, et cet avantage dispense-t-il le maître ouvrier de partager le gain avec ses humbles collaborateurs? Mais dans ma République, il n'y aura plus de gain ni de salaire, et tout sera à tous. Papa, c'est le collectivisme, cela, dit Pauline avec tranquillité. Les biens les plus précieux, répondit M. Bergeret, sont communs à tous les hommes et le furent toujours. L'air et la lumière appartiennent en commun à tout ce qui respire et voit la clarté du jour. Après les travaux séculaires de l'égoïsme et de l'avarice, en dépit des efforts violents des individus pour saisir et garder des trésors, les biens individuels dont jouissent les plus riches d'entre nous sont encore peu de choses en comparaison de ceux qui appartiennent indistinctement à tous les hommes. Et dans notre société même, ne vois-tu pas que les biens les plus doux ou les plus splendides, routes, fleuves, forêts, autrefois royales, bibliothèques, musées, appartiennent à tous? Aucun riche ne possède plus que moi ce vieux chêne de Fontainebleau ou ce tableau du Louvre. Et ils sont plus à moi qu'aux riches, si je sais mieux en jouir. La propriété collective, qu'on redoute comme un monstre lointain, nous entoure déjà sous mille formes familières. Elle effraie quand on l'annonce, et l'on use déjà des avantages qu'elle procure. Les positivistes qui s'assemblent dans la maison d'Auguste Comte autour du vénéré M. Pierre Lafitte ne sont point pressés de devenir socialistes. Mais l'un d'eux a fait cette remarque judicieuse, que la propriété est de source sociale,
Et rien n'est plus vrai, puisque toute propriété acquise par un effort individuel n'a pu naître et subsister que par le concours de la communauté tout entière. Et puisque la propriété privée est de source sociale, ce n'est point en méconnaître l'origine ni en corrompre l'essence que de l'étendre dans la communauté et la commettre à l'État dont elle dépend nécessairement. Et qu'est-ce que l'État? Mademoiselle Bergeret s'empressa de répondre à cette question. L'État, mon père, c'est un monsieur piteux et malgracieux, assis derrière un guichet. Tu comprends qu'on n'a pas envie de se dépouiller pour lui. Je comprends, répondit M. Bergeret en souriant. Je me suis toujours incliné à comprendre et j'y ai perdu des énergies précieuses. Je découvre sur le tard que c'est d'une grande force que de ne pas comprendre. Cela permet parfois de conquérir le monde. Si Napoléon avait été aussi intelligent que Spinoza, il aurait écrit 4 volumes dans une mansarde. Je comprends, mais ce monsieur malgracieux et piteux, qui est assis derrière un guichet, tu lui confies tes lettres, Pauline, que tu ne confierais pas à l'agence Tricoche. Il administre une partie de tes biens, et non la moins vaste ni la moins précieuse. Tu lui vois un visage morose, mais quand il sera tout, il ne sera plus rien. Ou plutôt, il ne sera plus que nous. Anéanti par son universalité, il cessera de paraître tracassier. On n'est plus méchant, ma fille, quand on n'est plus personne. Ce qu'il a de déplaisant à l'heure qu'il est, c'est qu'il rogne sur la propriété individuelle, qu'il va grattant et limant, mordant peu sur les gros et beaucoup sur les maigres. Cela le rend insupportable. Il est avide, il a des besoins. Mais dans ma République, il sera sans désir, comme les dieux. Il aura tout et il n'aura rien. Nous ne le sentirons pas puisqu'il sera conforme à nous, indistinct de nous. Il sera comme s'il n'était pas. Et quand tu crois que je sacrifie les particuliers à l'État, la vie à une abstraction, c'est au contraire l'abstraction que je subordonne à la réalité, l'État que je supprime en l'identifiant à toute l'activité sociale. Si même cette République ne devait jamais exister, je me féliciterais d'en avoir caressé l'idée. Il est permis de bâtir en utopie. Et Auguste Comte lui-même, qui se flattait de ne construire que sur les données de la science positive, a placé Campanella dans le calendrier des grands hommes. Les rêves des philosophes ont de tout temps suscité des hommes d'action qui se sont mis à l'œuvre pour les réaliser. Notre pensée crée l'avenir. Les hommes d'État travaillent sur les plans que nous laissons après notre mort. Ce sont nos maçons et nos goujats. Non, ma fille, je ne bâtis pas en utopie. Mon songe, qui ne m'appartient nullement et qui est en ce moment même le songe de 1000 et 1000 âmes, est véritable et prophétique. Toute société dont les organes ne correspondent plus aux fonctions pour lesquelles ils ont été créés et dont les membres ne sont point nourris en raison du travail utile qu'ils produisent, meurt. Des troubles profonds, des désordres intimes précèdent sa fin et l'annoncent. La société féodale était fortement constituée. Quand le clergé cessa d'y représenter le savoir et la noblesse d'y défendre par l'épée le laboureur et l'artisan, quand ces ordres ne furent plus que des membres gonflés et nuisibles, tout le corps périt. Une révolution imprévue et nécessaire emporta le malade. Qui soutiendrait que dans la société actuelle, les organes correspondent aux fonctions et que tous les membres sont nourris en raison du travail utile qu'ils produisent? Qui soutiendrait que la richesse est justement répartie? Qui peut croire enfin à la durée de l'iniquité? Mais comment la faire cesser, mon père? Comment changer le monde? Par la parole, mon enfant. Rien n'est plus puissant que la parole. L'enchaînement des fortes raisons et des hautes pensées est un lien qu'on ne peut rompre. La parole, comme la fronde de David,
abat les violents et fait tomber les forts. C'est l'arme invincible. Sans cela, le monde appartenait aux brutes armées. Qui donc les tient en respect? Seul, sans armes et nu, la pensée. Je ne verrai pas la cité nouvelle. Tous les changements dans l'ordre social comme dans l'ordre naturel sont lents et presque insensibles. Un géologue d'un esprit profond, Charles Lyell, a démontré que ces traces effrayantes de la période glaciaire, ces rochers énormes traînés dans les vallées, cette flore des froides contrées et ces animaux velus succédant à la faune et à la flore des pays chauds, ces apparences de cataclysme sont en réalité l'effet d'actions multiples et prolongées, et que ces grands changements, produits avec la lenteur clémente des forces naturelles, ne furent pas même soupçonnés par les innombrables générations des êtres animés qui y assistèrent. Les transformations sociales s'opèrent de même insensiblement et sans cesse. L'homme timide redoute, comme un cataclysme futur, un changement commencé avant sa naissance, qui s'opère sous ses yeux, sans qu'il le voie, et qui deviendra sensible que dans un siècle.